Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement en podcast sur la méthode Silva avec toujours Lipasco qui aujourd'hui, on va parler de choses que je pense va être sympa parce que ça va redonner pas mal de souvenirs, je pense, à Lee, d'exemples. On va parler pas mal de Michael. Alors, Michael, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le mari de Lee qui est parti il y a maintenant 2 ans et demi. Hein. Oui, presque. Oui. Septembre 2019. Et qui était un gars, quoi, pour tous ceux qui l'ont connu, il était juste complètement génial. Ouais, moi, j'ai toujours trouvé génial. Tous les potes que j'ai ramenés à la méthode Silva qui ont pu le faire en présentiel avec Lee ont rencontré Michael en disant mais c'est qui ce gars-là? Et en fait, dès qu'ils le connaissaient un peu, ils adoraient. Et pourquoi on va prendre Michael comme référent sur notre discussion? Parce que dans une des vidéos, alors on vous en reparlera un petit peu ultérieurement, mais dans nos cours là qu'on a pris chez Ed, on a ce qu'il appelle la Weekly Television Series, où en fait c'est des enregistrements de 20 minutes de José et sur des thèmes différents. Donc le premier thème, c'est comment ils ont commencé. Le deuxième sera comment qu'est-ce qu'ils ont appris. Le troisième, enseignement aux enfants. Le quatrième, c'est comment prier. Après, l'objectif de la vie, comment développer ses capacités, l'auto-entraînement, body healthy, être bien dans le corps, les fondamentaux, le développement de l'ESP, les valeurs de l'ESP. Bref, on en a un paquet, on en a 41. Donc, on va vous le faire deux par deux, hein, parce qu'il y a des choses, vous allez le voir, c'est un peu redondant. Parce qu'on vous en a déjà parlé, hein, tout simplement. Par contre, là, il y a un élément, et j'en parlais un petit peu avant qu'on enregistre avec Lee, et dont on vous a déjà parlé, qui est que pour José Silva, l'humanité, majoritairement, utilise son cerveau gauche. Pour les hypnotistes, on le refait très simplement, des personnes qui seraient plutôt centres mentaux, on va dire, d'obédience plutôt consciente que être très connecté au subconscient. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connectés, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent peut-être moins ou ont peur de l'utiliser, ce qui pourrait être quelque chose d'assez réaliste. Et pour José Silva, il y a 10% qui seraient naturellement hémisphère droit, c'est-à-dire plus créatif, plus en alpha, plus connecté. Connecté, hein, on dit bien là en alpha, et donc dès lors, tout le travail ESP, comme on a pu voir, tout le travail de feeling, de ressenti, de prémonition, de clairvoyance en reprenant cette sémantique-là, ou comme on en parlait la semaine dernière, de psychique, où à un moment donné, il y a cette espèce de capacité naturellement, sans apprendre 10 000 techniques, à le faire. Et je trouve que c'est un bon sujet à prendre en compte parce que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui se disent, d'ailleurs je dis ça, mais hier je papotais avec une copine qui me disait, moi petite, j'avais l'impression d'être folle parce que je ressentais des choses, parce que je percevais des choses qui, a posteriori, se passaient. C'est-à-dire, prends une photo avec ta mère et serre-la dans tes bras parce qu'elle va partir. Ok, c'est quand même quelque chose d'assez précis. Et effectivement, le lendemain, la mère s'en va alors qu'il n'y avait pas forcément une problématique par rapport à une maladie. Donc, j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui sont comme ça. Et là, j'ai envie qu'on parle de cette espèce de 10%, on va appeler ça les 10% cerveau droite, entre guillemets, hémisphère droit. Et déjà, qu'est-ce que tu en penses, toi, Lee, par rapport à cette notion? Est-ce que tu penses que les personnes qui sont hémisphère droit, dans la sémantique de José, sont des personnes qui naturellement vont plus facilement en alpha ou, parce qu'on sait qu'on passe tous en alpha, mais exploitent plus facilement l'alpha. Qu'est-ce que tu en penses de ces personnes qui naturellement, les enfants, les adultes, ont cette notion-là? Et on prend en référence Michael. Donc tu peux pouvoir rebondir sur Michael avec des anecdotes et tout, ça peut être sympa. Alors, déjà, je peux te dire, je suis certaine sûre qu'il voulait dire que c'était des gens qui accédaient à alpha plus facilement. Parce que si tu te rappelles, quand il a commencé toutes ses études et il a donné le premier cours en 66, on n'avait pas encore toutes ces références pour hémisphère gauche et hémisphère droit. Donc, exact. Au départ, il disait carrément que ce qui lui a lancé à étudier l'esprit, à part le fait qu'il voulait aider ses enfants, c'était
curieux de savoir pourquoi certaines personnes fonctionnaient de façon qu'ils avaient beaucoup plus de réussite que les autres, y compris lui. Et quand il a découvert alpha, il a pu mesurer, etc., il s'est rendu compte que lui, il pourrait naturellement se mettre en alpha et il le faisait automatiquement, en fait, chaque fois qu'il voulait penser. Hein. Donc, connexion avec le monde, blablabla, OK, mais laisse-moi réfléchir immédiatement, alpha. Et puis, avec ses recherches, il s'est rendu compte qu'il n'y avait que 10% des gens qui étaient comme lui, qui entraient automatiquement en alpha quand ils voulaient réfléchir. Et tout le reste, quand ils voulaient réfléchir, était toujours coincé en bêta. Et il dit, mais bêta, c'est pas du tout le niveau où on devrait penser. Et c'est pour ça, justement, que pour lui, la méthode Silva, c'est pour entraîner tout le monde à pouvoir entrer en alpha et pas simplement les 10% que lui, il appelle les naturels. Alors, arrive toute cette discussion de hémisphère gauche, hémisphère droit, et comme tu dis, dans la sémantique de José, parce que c'était presque métaphorique, si vous voulez. Et comme Ed a dit, donc, selon les nouvelles recherches et ce qui intéresse les gens dans la science, il a commencé à expliquer aussi en terminologie hémisphère gauche, hémisphère droit. Mais au départ, c'était littéralement ceux qui entrent naturellement en alpha, les 10%. D'ailleurs, c'est dans la vidéo 1, tu verras un moment, il parle de center thinker. J'aime bien les penseurs au centre, centrés. Je trouve que le mot, il est sympa, les penseurs centrés. C'est ceux qui, naturellement, vont à 10 Hz, voilà, une fréquence de 10 Hz. Et j'aime bien ce mot-là. Quand il a dit ça, j'ai trouvé que c'était très pertinent, toi, de dire, bon, il y a ceux qui vont en alpha, blabla, mais j'aime bien cette notion de dire le penseur qui se centre, vraiment. Et on a ce côté à la fois logique analytique, hein, le conscient, et en même temps ce centre qui ramène à l'intelligence humaine. Il en parle quand même très très souvent, notamment dans la vidéo 2. Et j'aime bien cette notion de dire, bah, rien que ce mot-là, il est très, très trans en fait. Un lien entre le conscient et le subconscient diminuant le facteur de jugement, c'est exactement ça. Donc ouais, c'est chouette ça que tu le rappelles, parce que c'est vrai que cette notion d'hémisphère qui est parfois utilisée, et il l'utilise beaucoup, hein, dans les discours là que j'entends, mais c'est vraiment, comme tu dis, je pense, plus métaphorique. Et d'ailleurs, dans sa vidéo, hein, il le disait à un moment, et je trouvais que c'était tellement bien. Il dit, ce que je te disais en préambule, comme je disais la semaine dernière, bah, il y a ceux qui sont cerveau gauche qui sont plutôt très basés conscients, donc logique, analyse, etc. Et ceux qui sont plus naturellement basés sur le subconscient. Mais bien sûr, tout le monde peut aller vers le subconscient, comme tout le monde peut aller en transe. Donc, tout le monde peut aller en hypnose ou en sophronisation, etc. etc. C'est pas des élus. Il y en a, ils ont plus de facilité, plus de facultés. Alors. Je disais aussi que c'était comme si on stockait notre information sur le monde physique dans l'hémisphère gauche et tout ce qui était visualisation, imagination dans l'hémisphère droit. Et au point où, tu sais, quand on commence à étudier les métaux, par exemple, on est supposé prendre le métal d'abord physiquement dans la main, l'observer, toucher, sentir la texture, l'odeur, la température et tout ça. Et ça, on fait en bêta avant de commencer l'exercice. On se met en alpha et on répète. On répète les mouvements, on se rappelle l'odeur, texture, et je me rappelle à un moment, il a dit, c'est comme si vous transférez les informations de votre hémisphère gauche à votre hémisphère droit. J'ai trouvé ça fascinant. Ouais, mais alors, et là, je reprends ce que je disais il y a quelques numéros. Il est quand même très bon dans le rapport métaphorique, hypnose indirecte. En pure hypnose indirecte, en fait, il nous donne plein de métaphores, plein d'éléments pour que ça soit très facile à retenir, pour que ça influence énormément les gens à se dire, ah bah oui, bah, je comprends ce qui est dit, et en utilisant parfois des mots qui sont moins complexes et moins peut-être qui emmènent moins l'imagination paradoxalement que subconscient ou inconscient, etc. Quand on parle cerveau gauche, cerveau droit, et qu'on juste, même si c'est juste symbolique, on lui donne un ensemble d'éléments côté créatif, côté logique,
les gens, ils acceptent assez facilement. Et je trouve que, une fois de plus, dans son cours, dans sa manière d'exprimer les choses, dans le travail de métaphore et de comparaison qu'il met en place, on a un vrai travail d'hypnotiste indirect qui donne un ensemble de suggestions facilement assimilables et qui correspondent à un ensemble de croyances de l'époque ou un ensemble de nouveautés ou de rapports scientifiques de l'époque qui permettent de facilement être assimilés. Et n'oubliez pas, ça reste une méthode d'enseignement. Il y a vraiment une structure d'enseignement et c'est là où l'hypnose indirecte, alors pour ceux qui comprennent pas trop, l'hypnose indirecte, c'est l'équivalent de la PNL, programmation neurolinguistique, un travail qui se fait beaucoup par la sémantique, par la formulation et la manière dont on entraîne l'esprit, l'imaginaire des gens à créer quelque chose dans ce qu'on appelle une métaphore, c'est-à-dire une comparaison ou une histoire sans outil de comparaison pour amener les personnes à assimiler plus facilement les choses. Et tu penses, donc, dans cette notion-là, ces personnes qui rentrent plus naturellement en alpha. Donc là, on va reprendre Michael. Est-ce que lui, tu avais vraiment cette impression qu'il était, ce que je te disais avant qu'on enregistre, pour moi, Michael, c'est un gars, il était tout le temps barré. Alors pour les gens qui font de l'hypnose, vous savez ce que ça veut dire, c'est on a l'impression que les gens, ils sont en transe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en même temps, ça ne veut pas dire quand on dit barré, on pourra avoir l'impression qu'ils ne sont pas connectés sur Terre, alors que pas du tout. Michael, c'est le gars qui faisait le tour du monde avec sa voiture. Hein, il était tout le temps en route. D'ailleurs, il a quasiment jamais eu d'accident, Michael, en voiture. Non, il est très fier du fait qu'il pourrait conduire dans les conditions hyper difficiles. Il a même fait une formation spéciale avec la police pour des gens qui, les situations. Oui. Ah donc, ouais. Oui, il aurait pu être en Formule 1, je crois. Donc, non. Donc, il était très focalisé quand même sur la route, mais en même temps, en alpha. Et donc, c'était quelqu'un qui était paradoxalement très terre à terre. Il organisait plein de choses, il gérait plein de choses. Je me souviens le nombre d'allers-retours qu'il pouvait faire entre Paris et Londres. Et il me dit mais je reste 2 jours, mais après je reviens et tout. Je dis mais tu restes pas les 4 jours. Non, j'ai un truc à faire. Donc hyper concret. Il était tout le temps là à l'heure. Il était tout le temps là à l'heure. Souviens-toi ton thé qui arrivait à 10h30 précise. À chaque fois, c'est lui qui interrompait le cours, etc. Il prévoyait plein de choses. Donc un côté qui est très terre à terre. Et en même temps, quand tu lui parlais, tu avais l'impression de parler à quelqu'un qui n'était pas du tout connecté avec nous, tout en l'étant. C'est très, très bizarre comme sensation. Donc, justement, toi, tu as l'impression que, toi qui en plus l'as vu pratiquer Silva, et puis même l'hypnose, et puis après, même à la fin, je me souviens, il avait accroché pas mal avec le Reiki. Tu voyais une différence quand il partait en alpha ou quand il partait en trans? Est-ce que tu as l'impression que, tiens, d'un coup, Michael était un peu différent? Ou non, en fait, c'était Michael toujours. Tu vois la question? C'était presque comme s'il était différent quand il est revenu en bêta. Il était tellement en alpha comme naturel. C'est ça. Mais j'ai appris quand même très, très tôt que si je parlais à Michael, ça ne voulait pas forcément dire qu'il était en train de m'écouter. Et je disais souvent, Michael, tu m'écoutes? Et tout d'un coup, là, il est revenu. Mais il avait pris ça à l'école, parce qu'à l'école, il était souvent dans les rêveries et le prof allait dire, hey, Michael, tu ne m'écoutes pas. Et là, il tournait et il disait, comme il disait aujourd'hui, mais si, je vous écoute. Et là, il faisait tout. Donc, il avait cette capacité de faire un replay de tout ce qu'il vient de dire, mais mot par mot, où en fait, il entendait consciemment pour la première fois. Consciemment, il n'avait jamais entendu. Mais comme il dit, je peux faire un replay pour 2-3 minutes, mais pas plus. Mais il n'avait pas entendu consciemment. C'est extraordinaire. C'est amusant. Et c'est là où, pour les hypnotistes, vous voyez ce qu'on appelle le rapport dissociatif. C'est-à-dire qu'il est présent, mais il est absent. En tout cas, il y a une partie de lui qui est présent physiquement, une partie de son mental l'est aussi. Et pourtant, il est dans un autre monde, en train de voyager, en train de faire ses trucs, répondre à des questions, etc. Et d'ailleurs, ça peut être quelque chose d'important à prendre en compte. Peut-être que des parents, ou peut-être vous-même, qu'importe l'âge que vous avez en regardant la vidéo,
vous avez peut-être vécu ça en vous disant « Ah ben mince, j'ai des troubles de la concentration, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à me centrer. » Et bien paradoxalement, être en alpha, c'est être très focalisé. Paradoxalement. Peut-être pas à l'ensemble de l'élément qui est dit à ce moment-là, lié en train d'interpeller ou quelqu'un en train de lui parler. Pour autant, il entend, mais il est focalisé sur ce qu'il est en train de penser et faire. Et ça, je pense que c'est important dans un monde où aujourd'hui, tout le monde a l'impression avoir des troubles du comportement, notamment à être TDAH, donc hyperactif, etc., etc. Il y a peut-être tout simplement cette notion où il y a aujourd'hui une génération qui est peut-être plus ouverte à la transe, plus ouverte à être en alpha. Est-ce que tu as l'impression, toi, ne serait-ce que par rapport à tes stages, que depuis quelques années, les personnes qui viennent sont plus facilement, entrent plus facilement en alpha? Est-ce que tu as l'impression que les gens rentrent plus facilement en transe? Est-ce que tu as eu cette sensation-là, comme si peut-être on avait évolué à Je veux être… dire, en tant que population générale, est-ce qu'il y a vraiment Oui, j'ai vu la même chose et dans les cours d'hypnose et dans les stages Sylvain. Parce que justement, j'ai été présente assez d'années pour voir petit à petit les différences. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Comme tu sais, en hypnose, les gens disent « Ah non, je ne peux pas entrer en hypnose, c'est impossible. » Mais là, normalement, il y a un petit blocage, il faut savoir comment contourner. Mais en général, oui, absolument. Et j'ai trouvé aussi qu'il y a de plus en plus d'intérêt dans la partie ESP, intuition. Pendant une certaine époque, quand je donnais les cartes d'inscription, parce que Sylva International voulait savoir quels étaient les plus grands intérêts des gens. Donc, j'avais une liste de 10 choses. Quelle est la raison principale pour laquelle vous faites ce séminaire? Et il y avait plein de choses, mieux dormir, santé, stress, blablabla. Et il y avait aussi meilleure intuition. Et de plus en plus, les gens cochaient sur intuition. C'était vraiment extraordinaire. Alors, ça m'a rassurée, parce que moi qui dis, oh là là, quand on arrive à la partie intuition, ils vont croire que c'est wou-wou. Mais non, en fait, beaucoup de gens viennent en fait exprès pour cela. C'est bien. Et justement, dans le cas Michael, au niveau de l'intuition, tu as toujours senti que lui, même sans… tu l'as même pas connu quand il n'avait pas fait la méthode Silva. Tu l'as toujours connu avec Silva. Donc, tu peux pas te rendre compte s'il y a des moments, il avait plus ou moins d'intuition. Dans l'histoire qu'il avait, tu avais l'impression que c'était quelqu'un qui a eu beaucoup d'intuition dans sa vie de façon générale, oui. Même avant que tu le rencontres. Oui, oui, oui. Beaucoup d'imagination. Hein? Donc, il avait, en tant qu'enfant, apparemment une énorme capacité de faire des rêves éveillés, d'inventer des trucs, etc. Et il a toujours été un peu clairvoyant aussi, dans le sens de percevoir les pensées des autres. En fait, à un moment, il était même membre d'un groupe de médiums, bien qu'il n'était pas formé. Et le monsieur lui demandait toujours, Michael, est-ce que toi, tu peux me mettre là? Il dit, pourquoi tu choisis toujours où je suis? Il dit, parce que tu es un guérisseur naturel. Si tu te mets à côté de quelqu'un, ils sont toujours mieux après. Et Michael n'était même pas conscient. Donc, il était toujours un peu dans ce contexte. Mais pour lui, Sylva, c'était presque normal, sauf que c'était une structure, si tu veux, qui expliquait certaines choses. C'est ce que j'allais dire, c'est que, et là encore, hein, je parle pour les personnes qui peut-être se disent « Ah, mais je suis un peu taré parce que j'ai l'impression de ressentir ça, j'ai l'impression de percevoir ou de capter des choses. » Et qui s'est prouvé, hein, on parle toujours après de façon empirique. C'est peut-être ça qui manque à certaines personnes, cette structure. Sylva a l'intérêt d'expliquer un petit peu, de rationaliser. J'aime bien parce que sur certains commentaires, il y en a qui disent « Oula, là, ce qui est dit en ce moment, j'ai un peu de mal parce que je suis très rationnel », même si ça les intéresse. Et une fois de plus, hein, c'est très bien, restez rationnel, posez-vous des questions, mettez en doute ce qu'on dit complètement, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est que pour quelqu'un qui naturellement serait donc dans ces 10%, ou peut-être un peu plus maintenant, comme tu dis, peut-être que ça a un peu évolué, alors peut-être on est arrivé à 15%, mais apprendre une structure et se dire, et pouvoir se dire, je suis pas complètement fou, ou c'est pas complètement idiot ce que je dis, ou ça a du sens, ou il y a d'autres personnes qui vivent la même chose naturellement, et même après
études et apprentissage, ça peut être apaisant de se dire, bah ouais, je le fais naturellement, mais je comprends ce que je suis en train de faire. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est un des points forts de Silva. Là, si on reprend cette notion-là, 10%, allez, on va dire 15% maintenant de la population est capable de le faire spontanément. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à ces personnes-là? Tu vois, avant même qu'ils aillent faire Silva, il y a quelqu'un qui vient de parler, qui dit ouais, je ressens des choses, je vois des choses, j'ai l'impression d'être un peu foufou, un peu psychopathe, quoi, pas psychopathe d'ailleurs, schizophrène, etc., etc. Qu'est-ce que tu lui dirais pour un peu l'apaiser, pour dire comment t'emmènerais ça? Parce que là, je parle vraiment, je suis sûr qu'il y a des personnes qui écoutent qui se disent mais moi quand j'étais petit, j'étais comme ça, ou je sens ça, mais ça me paraît bizarre ce que je dis parce que j'ai une famille très soit religieuse, très rationnelle, qu'importe le truc. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Comment tu pourrais amener un peu de, alors le mot j'exagère complètement, mais d'espoir ou d'ouverture à se dire non mais t'inquiète et confiance. Ok, je dirais, mais en fait, ce que tu dis dans le contexte de la méthode Silva, c'est tout à fait normal. En fait, on enseigne aux gens comment faire. Mais quand on dit c'est normal, le problème, c'est que notre civilisation tellement occidentale, souvent essaie de nier des choses comme ça. Mais en fait, en Silva, on explique aux gens que tout le monde a ses capacités et ce qui est important quand même, c'est que tu apprends à les gérer consciemment. C'est mind control, tu apprends à les contrôler. Et quelquefois, je cite le cas, j'avais une fois 2 médiums, mais professionnels, super bien faits, qui sont venus faire la méthode Sylvain. Et moi, j'ai rigolé en disant, mais toi, tu n'as pas besoin justement de travailler les cas ou tout ça, tu fais ça déjà. Ah, mais si, ils disent quand même. Parce que notre problème, c'est que oui, on a cette capacité comme une sorte de don naturel, mais on ne l'a jamais appris. Et on a besoin d'apprendre comment se connecter, comment reconnaître, parce que quelquefois, ça marche à merveille et quelquefois, rien du tout. On a l'impression que on n'a pas justement le robinet pour que ça coule et que ça s'arrête et on n'a aucun contrôle quand ça va et ça vient. Et ils étaient en fait hyper contents d'avoir appris à contrôler ses capacités dans la méthode Silva. C'est à ça que sert la structuration et où le cours est intéressant, où justement on apprend étape par étape par différents modules qui permettent à un moment donné de se dire ok d'accord, là je comprends et je peux le recommencer parce que c'est l'idée. Alors là tu parlais de cas, hier une question m'est venue en tête qui est pas forcément hyper liée à ce qu'on est en train de dire là, mais un constat. Et on en a déjà parlé souvent en post-séminaire, c'est que je constate que beaucoup de personnes vont être fans absolus de la méthode Silva pendant des semaines, des mois. Et combien de personnes on peut avoir quand on parle sur les groupes, les forums ou même qu'on rencontre qui disent « Ah, mais moi, je l'ai étudié en 2000, en 80, etc., etc. » Et ils ont arrêté. Et je me disais, bon, ok, on arrête pour X ou Y raison. Est-ce que tu as, petit 1, l'impression que les personnes qui naturellement sont, on va parler à nouveau de ces 10%-là, restent plus actives dans ce milieu? En gros, là, je vais même poser une question un peu piège, mais est-ce que, à ton avis, dans tous les instructeurs que tu as connus, c'est plus des personnes qui sont davantage ces 10%-là ou pas? Tu vois, est-ce que spontanément... Pas les instructeurs, pas simplement les étudiants. Là, on va prendre les instructeurs, parce que là, je trouve que c'est intéressant. Ceux qui continuent, parce que je comprends qu'on étudie un modèle, qu'importe lequel, Silva, PNL, hypnose, j'en connais plein, et puis au bout d'1 an, 2 ans, ça y est, ça ne nous stimule plus, on passe à autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, on sait que les gens peuvent arrêter. Moi, ce que je veux comprendre, c'est comment les gens continuent, et est-ce qu'il y a des prérequis, j'aime pas ce mot-là, parce que ça veut rien dire, mais là, on parle justement des 10%. Est-ce que tu as l'impression que ceux qui naturellement flottent dedans depuis qu'ils sont enfants, un Michael, tu vois, en fait, comme tu dis, ça lui apprend une structure, mais au bout du compte, vu qu'il vit déjà comme ça depuis qu'il est gamin, il continuera toute sa vie parce que c'est lui, c'est sa façon. Comme toi, quand tu me dis, ouais, maintenant, je me pose même plus la question à utiliser ou pas méthode Silva.
c'est ma manière de vivre, c'est mon lifestyle, si on pouvait utiliser un mot anglais, tu vois. Qu'est-ce que tu en perçois? Est-ce que tu as l'impression que dans les instructeurs, c'est plus des personnes qui naturellement étaient déjà très en transe, très cerveau droit, ou pas du tout? Ceux qui durent dans le temps. Là, c'est vraiment sur la durée dans le temps. Je ne peux pas dire que c'est ou l'un ou l'autre parce que tu as, par exemple, des gens qui sont naturels, qui sont hyper contents. Voilà un cours qui l'organise, que je peux enseigner aux autres qui vont me comprendre parce que c'est structuré. Mais il y a d'autres qui viennent qui n'ont jamais su. Et pour eux, c'est la grande découverte, si tu veux. Et ça m'a transformé la vie. Et ils sont tellement excités que toutes ces possibilités sont maintenant ouvertes et possibles qu'eux, ils restent aussi très longtemps. En fait, Jerry Seavey, c'est un de ces types. Jerry Seavey est un type hyper rationnel et lui, quand il a fait l'école, alors un peu comme Ed si tu veux, mais Jerry encore plus hyper rationnel. Bon, il a un cerveau hein? Et lui, ça l'a complètement bousculé, si je me rappelle bien, qu'il avait cette capacité. Donc, je trouve que pour certains, c'est parce que c'est naturel, ça dure plus longtemps, mais c'est d'autres parce que c'est révolutionnaire et transformationnel que ça dure plus longtemps. Donc, je ne peux pas dire que c'est deux approches totalement différentes. Et puis, il y a des gens quand même qui considèrent que faire le cours, ça va les changer et ils ne font pas grand-chose eux-mêmes. Oui, les effets n'ont pas duré très longtemps, quoi. Oui. Et ils ne pratiquent pas. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Le fait qu'il y a un impact, parce qu'on l'a pareil avec les gens qui sont plongés dans l'hypnose, le coaching, la PNL. J'ai eu un coach, j'ai eu un hypno, un PNListe qui m'a sauvé, aidé, qui m'a révolutionné. Et effectivement, souvent, ils deviennent enseignants, ils deviennent passionnés, ils trouvent ça génial. Et peut-être que c'est un facteur qui peut être hyper intéressant à mettre en avant. C'est-à-dire, n'hésitez pas. Tu vois, il y avait un concours à un moment des meilleures histoires dans la newsletter, des meilleures histoires vécues par les personnes. Un concours, genre, les gens envoyaient, mais ce qui est génial, c'est qu'ils en mettaient plusieurs. Et le fait qu'il y ait plein de gens qui en envoient, bah, ça stimule les gens à écrire leur meilleur retour d'expérience. Après, bah, on voit les trucs les plus incroyables, mais le fait d'être pris en compte, je trouve que c'est bien. Tu vois, c'est un truc qu'on devrait peut-être mettre en place. Dire, je sais pas, tous les trimestres, envoyez-nous, et on envoie au mailing list vos meilleures histoires. Et on va les éditer bah, par exemple, dans ta newsletter. Toi, dans ta newsletter, on dit, bon, bah voilà, Denis ou Josette, elle a eu ça. Voilà, on vous explique son histoire, ou on met un lien pour qu'ils aillent directement sur le site pour voir l'histoire. Parce que justement, ce côté de révolutionnaire, moi, je suis vraiment tout le temps en train de me poser la question, qu'est-ce qui fait que les gens continuent ou pas? Moi, je suis un passionné de plein de choses et je suis un peu binaire comme garçon. Donc, en fait, quand j'ai un truc que j'aime bien, je continue parce que j'aime bien. Et que j'aime voir jusqu'à où je peux aller. Mais, tu vois, je me dis, mince, c'est un beau système, mais plein de gens, comme dans les arts martiaux, hein, j'ai la même chose dans les arts martiaux, il y a des gens, ils aiment bien, puis au bout d'un moment, ils disparaissent. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait qui n'ont pas accroché. Je dis pas continuer avec moi, je m'en fiche qu'ils continuent avec moi, mais pas accroché. Genre aller s'inscrire dans un autre club s'ils habitent dans un autre endroit, continuer leur démarche. Et ben c'est la même chose que je m'interroge. Je me dis, qu'est-ce qui fait que ça pourrait stimuler les gens? Et je trouve que là, tu viens de donner quelque chose d'intéressant. En quoi? Et ça peut être une vraie question, tu vois, à poser régulièrement. En quoi la méthode Silva a révolutionné? Alors j'aime bien ce mot-là. Révolutionner peut-être un tout petit truc. Avant, je dormais pas et maintenant, je fais 6 heures par nuit. Tu vois, un truc tout bête. Quoi, tout bête pour nous, mais pour quelqu'un, c'est incroyable. J'ai perdu 12 kilos, j'ai arrêté de fumer, on n'a pas besoin que ça soit de la cocaïne et de l'héroïne sur 10 ans, tu vois. Mais un truc qui révolutionne la révolution intérieure, tu vois. Et je pense que ça, mettre cette notion de qu'est-ce que concrètement vous avez fait pour vous d'incroyable? Parce que, idem, je me posais la question pour les cas. Est-ce que tu as l'impression que les anciens de la méthode Silva, alors ceux qui continuent encore et que tu connais, ils font encore beaucoup de cas? Beaucoup, non. Je fais de mon mieux, j'insiste beaucoup, mais il y a beaucoup qui laissent tomber. Pour eux, c'est uniquement dans le séminaire. Et pour moi,
moi, j'aimerais que si les anciens peuvent venir juste pour un petit moment, qu'ils viennent pour faire les cas. Ça va leur faire du bien, ça va aider les nouveaux. Mais souvent, j'ai trouvé que c'était le contraire. Les gens restaient jusqu'à midi dimanche et puis, j'ai des trucs qui m'appellent, j'ai ma famille. Mais c'est les cas, oui, oui, oui. Donc, c'était presque comme s'ils évitaient de refaire les cas. Et j'ai demandé à quelqu'un une fois, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe que tu ne veux pas refaire? Tu n'as pas eu une bonne, une bonne expérience? Et une des personnes m'a répondu carrément, si, mais c'est ça le problème. Mon premier cas, c'était tellement extraordinaire que j'ai peur de le répéter pour être déçue. C'est ça, on est supposé répéter beaucoup pour l'accepter comme normal, quoi. Mais voilà, donc c'est pas toujours évident parce que c'est quand même très différent pour beaucoup de gens, le travail de cas, oui. Est-ce que Michael, il faisait des cas? Est-ce que tu te souviens de Michael qui bossait sur des cas? Pas de façon organisée, etc. Mais oui, 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 il pourrait faire un cas donc, comme ça. Mais encore une fois, presque naturel, automatique. Ouais. Quoi. Oui, oui, Ouais. tout à fait. D'accord. Ouais. Tu es au milieu de quelque chose ou je peux intervenir avec Non, tu peux y aller, vas-y. Parce que, en fait, nous, on a toujours su que Michael était un peu ailleurs, mais en fait, j'ai eu la possibilité une fois de le tester carrément. Nous avons eu la connaissance d'un grand expert des hémisphères qui avait tous les appareils et tout. On est allé à son bureau et on s'est testé. Alors, moi, j'étais un peu normal, quoi. Mais quand il a testé Michael, on a presque vu. Il a dit, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a une telle dominance dans son hémisphère droit. Il regarde les papiers et puis il regarde Michael, il dit, est-ce que tu as un problème en prenant des décisions, qui est supposé être classique d'un hémisphère droit? Et Michael, totalement innocent, dit, est-ce que j'ai un problème de prendre des décisions? Je ne sais pas, Lee, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai un problème? Il ne pourrait même pas décider comment répondre. Il est génial. Mais voilà, donc on a eu la preuve scientifique que Michael était prédominant dans son hémisphère droit. C'est vraiment, ouais, c'est super amusant ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, lui, il a été prouvé qu'il était complètement barré, quoi. C'est en fait tout ce qu'on a tous su depuis des années, mais là, c'est. J'avais la preuve écrite. C'est ça, vous avez une preuve écrite. C'est assez génial. Alors, ouais, en prenant un petit peu cette notion de continuer dans la méthode. Oui, parce qu'en plus, on n'a pas encore un autre groupe de gens qui laisse tomber et qui revient 15, 20, 25 ans après. Tout d'un coup, ils arrivent et je dis, mais pourquoi tu as attendu si longtemps? Parce que… et en fait, là, ils reconnaissent que ça leur a fait un bien fou au départ et ils ont laissé tomber et ils voulaient se restimuler, se remettre dans le bain, retrouver un peu. Mais voilà, mais ils ont laissé la vie un peu, justement, dévorer tout leur temps. Mais j'étais toujours très surpris que les gens disent, mais ça m'a fait énormément de bien, mais j'ai laissé tomber. Mais là, ils sont revenus. C'est ça qui est important. Ils ont reconnu qu'il y avait quelque chose qui manquait, qu'ils avaient à l'époque. Ouais, mais alors, tu ne penses pas qu'il y a un truc qui manque pour l'instant? Toi, c'est une vraie question, hein, parce que les gens, ils font le séminaire, on va dire, à 90%, 95%, les gens sont satisfaits. Pour certains, ils ont vraiment des prises de conscience à se dire, waouh, je peux faire des choses en ISP, ça se passe très bien, c'est très fun. J'ai compris que, là, c'était sur la deuxième vidéo, à un moment, il parlait de l'importance des un quart d'heure par jour pour éviter, un quart d'heure de méditation active par jour pour éviter de développer trop de stress. Tu verras, la prochaine fois, on parlera d'un élément que j'avais bien aimé. Il mettait trois points sur les stress majeurs, ce qu'il appelle
Git, je sais pas comment ça se prononce en anglais complexe. Tu sais, c'est savoir qu'on doit faire quelque chose, genre arrêter de fumer, mais qu'on n'arrive pas à le faire et donc on se stresse parce qu'on trouve qu'on est nul de pas réussir à arrêter de fumer sa clope ou manger et te dire c'est pas bien, mais tu es en train de dévorer quelque chose. Ce qu'il appelle major loss, ce qui est logique, hein, les pertes irremplaçables et les conditions de vie, living conditions, les 3 points de stress les plus importants. Et il revenait sur le principe de dire un quart d'heure par jour, quand il y a du stress qui commence à s'éveiller en vous, au moins une fois, un quart d'heure quand ça commence. Puis après, il dit, plus vous rentrez dans des zones de tension qui pourraient créer un pathos physique et ou psychique, plus il faut faire 2 fois, 3 fois. Bon, et lui s'arrêtait à 3, mais de façon générale, il faut faire de plus en plus de méditation active pour au moins rentrer dans la première idée de la méditation active, être en alpha, c'est-à-dire relâchement, relaxation, retour vers soi, recentrer. Donc, je revenais sur ça, tu vois, j'écoutais et je me dis, mais les gens, la plupart du temps, quand ils font la méthode, ils aiment bien les conditionnements, ils aiment bien quand il y a les mises en transe, etc. Ils aiment bien aller en transe, ils sont fiers même d'y aller, de ressentir, comme tu posais la question lundi à la réunion des anciens, entre guillemets, tout le monde maintenant arrive à y aller. La personne se dit, tiens, je ne suis pas en alpha. Moi, ce que je pense qu'il manque quelque chose, parce que c'est un quart d'heure ou 5 minutes. Tu vois, en plus, chez Silva, il a quand même trouvé une sémantique tellement géniale de dire 5 minutes c'est bien, 10 minutes c'est très bien, et 15 minutes c'est excellent. C'est-à-dire que même si tu fais peu, tu sais que c'est bien. Ah, mais elle est géniale cette suggestion, elle est incroyable. Et pour autant... Tu n'as pas l'impression d'avoir fait moins qu'il fallait. Exactement. Quoi que 15 minutes, il sera peut-être plus, parce que c'est excellent. Oui, exactement. La suggestion, elle est magique. Et pour autant, tu vois, comme tu viens de dire, ils ont été avalés par la vie, ils sont pris par la vie, par leur quotidien. Mais 5 minutes, quoi. Tu vas aux toilettes, je sais pas, tu prends ta douche, tu descends, non, descends pas tes escaliers, mais quoi, tu vas marcher avec ton chien, je sais pas. Tu fais même ta cuisine. Tu commences ta cuisine. 5 minutes. Tu vois, il y a quelque chose, c'est comme si, pourtant, il y a le 1-0-1, 2-0-2, où on voit que c'est très concret. Et d'un coup, c'est devenu trop abstrait. Tu vois, quand tu es stressé dans le quotidien, qu'est-ce qui fait que tu fais pas je ferme mes yeux, je mets technique des 3 doigts, et pendant 5 minutes, je relisais dans un truc de José qui, à un moment, aidait un de ses potes qui avait un problème et qui dit je venais d'avoir plein d'infos, je savais pas trop quoi penser, je vais aux toilettes 5 minutes, je reviens et je donne une solution. J'avais trouvé que c'était génial, tu vois, il prend le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, en Silva ou dans ces méthodes-là de façon générale, à ramener vers de l'hyper concret? Quand ça ne va pas dans ton quotidien, prends 5 minutes. Quand tu es sous l'eau ou que tu veux voir autre chose, mets-toi en transe, mets-toi en alpha, ça te permettra d'ouvrir des choses. Tu vois, c'est comme si en arrivant en 4.04 où on a fini avec de l'ESP, où c'est incroyable, où c'est assez décorrélé du quotidien, parce qu'effectivement, tous les jours, tu ne vas pas voir quelqu'un et faire. C'est, à la limite, si c'est ton boulot, ça ne pose pas de problème, mais tu es bien d'accord que ce n'est pas le cas. C'est comme si d'un coup, ils avaient oublié qu'ils pouvaient utiliser ça pour des choses toutes bêtes. Tu penses pas qu'il y a un truc qui... il y a quelque chose qui, pour moi, manque. Comme pour rappeler, les gars, mais utiliser ça simplement. Comme tu dis, dormir, verre d'eau, etc. Mais encore plus simplement. Méditation active, 5 minutes par jour. Le temps d'une prière, le temps de... Tu vois, de tout... T'as pas l'impression qu'il y a un manque à ce moment-là? Je t'en pose des questions. Hein. S'il y a un manque, c'est quoi? Parce que